de ce qu'on appelle le traitement conservateur. Alors peut-être commencer par ça, c'est vraiment un très vilain mot, pour le dire comme ça, que ce mot traitement conservateur. Alors si on regarde la diapo suivante, s'il vous plaît, dans le petit Robert, parce que ça veut dire conservateur. Alors conservateur, c'est personne qui est en charge de conserver des choses précieuses, conservateur de musée. Bon, on se dit que ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on veut faire. Conservateur, au sens politique du terme, c'est qu'il veut conserver l'ordre social, défendre des valeurs. On se dit que c'est pas non plus vraiment ça ce qu'on veut faire. Et puis après, je vous passe la conservation des aliments et le congélateur, c'est pas non plus ça qu'on veut faire. En fait, le terme de conservateur, c'est une mauvaise traduction d'un anglicisme. En fait, le mot anglais, c'est conservative management. Et conservative, en anglais, ça veut dire prudent, limité, raisonnable. Et c'est en fait de ça dont il est question, c'est la prise en soin d'un patient qui va avoir une insuffisance rénale chronique terminale de manière prudente, limitée, raisonnable, et de savoir tout compte fait, quand on va mettre en œuvre une dialyse, est-ce que tout compte fait, c'est une démarche qui est raisonnable ou pas? Et au final, quand on se pose cette question-là, c'est qu'est-ce qu'on attend de la dialyse dans cette indication-là? Voilà un peu pour poser le décor sur le traitement conservateur. La diapo suivante. Alors pourquoi se poser cette question-là? Cette question-là, elle est évidente dans votre pratique, puisque en fait, on a en face de nous, comme public de patients, des patients qui sont de plus en plus âgés. Alors, dans la région Nord-Pas-de-Calais, la médiane d'âge de mise en dialyse, c'est 72 ans. Et on a des patients incidents maintenant qui arrivent en dialyse à plus de 90 ans. Donc, on est sur cette question quelle prise en charge raisonnable pour ces patients. Donc, de plus en plus de patients âgés, et ici, on ne va pas rentrer dans les détails du registre rein, mais en tout cas, l'augmentation de l'incidence de l'insuffisance rénale chronique terminale, elle s'est faite majoritairement du fait de l'augmentation de cette catégorie de patients âgés, voire très âgés. La diapo suivante. Alors, l'autre élément épidémiologique, c'est une évidence. C'est si vous regardez, ici, c'est la courbe de survie des patients dialysés, donc en clair, globalement, l'espérance de vie, en fonction de l'âge à laquelle vous initiez la dialyse. Et c'est bien sûr pas un scoop. Plus vous êtes âgé, plus le risque de décès est important. Vous voyez que la courbe jaune ici, les patients de plus de 75 ans, oui, la survie en dialyse, elle est naturellement beaucoup plus faible que des patients qui sont plus jeunes. Ça, c'est complètement attendu. Il n'empêche que la particularité pour les patients âgés, c'est que cette courbe jaune, en fait, ce trait, c'est quelque chose qui est très hétérogène. Et le pronostic d'un patient âgé en dialyse, il est en fait extrêmement variable. Et ça, c'est vrai en dialyse comme c'est vrai de manière générale chez les sujets âgés. Alors, juste pour la fine bouche, la diapo suivante. Par exemple, vous avez des patients âgés qui battent tous les records. Par exemple, j'étais tombé là-dessus un peu par hasard. Vous voyez, à 105 ans, elle bat le record du monde du 100 mètres dans sa catégorie d'âge. Donc vous avez comme ça quelques patients exceptionnels. Et puis à côté, vous savez que vous avez beaucoup de patients qui sont pas du tout avec ce niveau de performance-là. Et en fait, quand on s'interroge sur l'hétérogénéité de ces patients âgés, c'est se poser en fait la question de c'est quoi le pronostic en dialyse des patients âgés. Alors la diapo suivante. Le pronostic en dialyse des patients âgés, ça a été assez bien abordé par le registre Rein et Cécile Couchou qui pilote ce registre. C'est le travail que je vous présente. Alors je suis désolé, sans pointeur, ça va être un peu compliqué, mais globalement, en fait, ils ont regardé la survie à 90 jours, donc vraiment à très court terme, en dialyse, des patients âgés de plus de 75 ans, en fonction de leur âge, de certaines comorbidités et de variables sur leur niveau d'autonomie à la marche et niveau nutritionnel par l'albumine. Et en fait, vous voyez que chaque point de comorbidité, entre guillemets, chaque item de comorbidité donne des points, et qu'en fonction des points, vous calculez un score, et vous regardez ici, c'est le graphique, vous avez en abscisse le score,
et on ordonnait la survie à 90 jours. Alors, en gris clair, c'est des patients qui sont toujours en vie à 90 jours. En gris plus foncé, des patients qui sont décédés avec ou sans arrêter la dialyse. Et vous voyez que, globalement, pour les patients qui, malheureusement, cochent tous les points de ce score, donc il y a un score à plus de 20, eh bien, vous voyez que la mortalité à 90 jours, elle dépasse 50%. Et donc, on voit bien que, en fait, par ce graphique-là, ben oui, le pronostic en termes d'espérance de vie, de quantité de vie des patients à très court terme en dialyse, il est très variable en fonction de leur comorbidité, en fonction de leur état fonctionnel. Et en fait, ça fait le lien avec quelque chose qui est essentiel en gériatrie, qui a pris beaucoup de place en gériatrie, qui est la notion de fragilité des patients. Et la notion de fragilité des patients qu'on va prendre en charge. La diapo suivante, et la question est en fait, comment, dans les patients qui vont arriver en dialyse, on fait pour repérer un patient fragile? La diapo suivante. Alors, c'est quoi la fragilité? On a tous une notion un peu subjective de ce qu'est la fragilité. En fait, la fragilité, c'est un concept qui est émergent depuis plus d'une vingtaine d'années en gériatrie, et ça correspond en fait à une autre façon de prendre en charge les patients, une autre vision du patient. C'est plus de soigner une monopathologie, et ce qu'on fait traditionnellement en médecine pour les patients plus jeunes et moins polycomorbides, mais de se dire qu'on va prendre en charge la globalité avec l'ensemble des pathologies chroniques et l'ensemble de tout ce qui est même non spécifique à une pathologie chronique associée au vieillissement. Et quand on regarde ça, ça peut se définir de la manière suivante, la fragilité, la suivante, s'il vous plaît. C'est un syndrome médical. C'est un syndrome, alors je suis désolé, la diapo est en anglais, il y a de multiples causes, de multiples contributeurs. Ça se caractérise par une diminution de la force, de l'endurance, par une diminution des capacités physiologiques. Et ça augmente votre vulnérabilité à la dépendance et ça augmente le risque de décès. Alors ça, c'est des mots. Si on veut se donner un schéma pour essayer de se rendre compte de ce que c'est, la diapo suivante, le schéma, il est assez simple et c'est une façon assez commode de représenter ça. Vous avez en ordonnée une échelle de capacité fonctionnelle. Plus vous êtes au haut de l'échelle, plus vous êtes vigoureux. Plus vous êtes en bas de l'échelle, plus vous êtes fragile. Globalement, si vous êtes vigoureux, si vous arrive un pépin de santé, bah oui, vous allez descendre un peu, voilà, ça va secouer un peu, comme on dit, mais vous allez vous remettre vous allez vous remettre en forme de manière assez rapide et vous allez retrouver votre niveau d'autonomie fonctionnelle qui est préalable à l'épisode aigu. Si vous êtes fragile, votre échelle fonctionnelle, elle est de base moindre. C'est surtout que s'il vous arrive la même pathologie intercurrente, le même événement intercurrent, vous allez mettre beaucoup plus longtemps pour récupérer. Et puis c'est surtout que vous n'allez pas revenir à votre niveau initial. Et si vous enchaînez les pépins comme ça, c'est ce que les gériatres appellent la cascade gériatrique. Et au final, vous allez perdre énormément d'autonomie et ça va conduire au décès. Donc c'est un peu ça le concept de fragilité expliqué par un schéma. Alors, les conséquences de la fragilité, c'est quoi? Il y a 3 façons de lire les conséquences de la fragilité. Pour le patient, c'est quoi? C'est l'augmentation du risque de complications, d'une durée d'hospitalisation, c'est la perte d'indépendance, c'est le risque d'institutionnalisation, c'est le risque de décès. Ça veut dire que quand vous êtes fragile, le risque qui prend le dessus, c'est celui-là. Ce n'est pas forcément la non-guérison complète d'une pathologie, mais c'est tous ces risques-là. Ce qui fait que les attentes vis-à-vis du soin ne sont pas du tout les mêmes que chez des sujets qui sont plus jeunes. Ça met aussi la situation de fragilité un autre acteur dans le jeu, que sont les aidants. Quand vous êtes fragile, oui, les aidants vont prendre une place, et une place de plus en plus importante, y compris dans la relation médecin-malade, et dans les échanges que vous aurez à avoir. Et puis enfin, pour les médecins, ça nous fait perdre complètement nos repères, puisque vous savez que ce qui guide les repères de prise en charge, c'est ce qu'on appelle la médecine, l'evidence-based medicine, la médecine fondée sur des preuves, dans des essais randomisés, etc. Sauf que ces patients fragiles, ils sont systématiquement exclus de tous ces essais-là.
Ça veut dire que le niveau d'efficacité, le niveau de preuve de ce qu'on fait pour ces patients âgés et fragiles, il est extrêmement faible. Et ce qui fait qu'en fait, en regard des risques qui sont augmentés chez ces patients, on n'a pas de bonnes preuves d'efficacité de ce qu'on fait. Et ce qui fait qu'en fait, on est amené à changer d'objectif. Ce n'est pas forcément la guérison qu'on va viser, c'est d'essayer de donner les meilleurs soins possibles. Et un peu, on peut faire l'analogie avec l'insuffisance rénale chronique terminale, c'est-à-dire que d'un objectif de systématiquement mettre les patients en dialyse, quand ils sont en insuffisance rénale chronique terminale et que ça arrive au stade de dialyse, on peut se poser la question de la pertinence de la dialyse et d'aller vers un projet de soins qui n'intègre pas la dialyse, qui soit le traitement conservateur. Alors la diapo suivante. La question maintenant, c'est comment on peut mesurer la fragilité. Alors ça, les gériatres sont très très forts et c'est le cœur du métier de gériatre sans doute. Alors ils ont plein d'échelles à vous proposer. Je ne vais pas vous proposer les 50 échelles, je ne vais pas faire un catalogue, il y en a quelques-unes, mais globalement, ce qu'on voit bien sur chacune des échelles, c'est globalement les échelles vont chercher à regarder si vous avez perdu du poids, si vous avez une faiblesse musculaire qui s'installe, si vous êtes de moins en moins endurant, si vous avez un ralentissement de vos activités. Ça, c'est une première échelle. Une deuxième échelle, la diapo suivante, c'est par un simple questionnaire. C'est d'essayer d'avoir des échelles plus simples. Vous posez quelques questions. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous avez pu monter un escalier? Est-ce que vous avez pu faire le tour du pâté de maison? Est-ce que vous avez plus de 5 pathologies? Est-ce que vous avez perdu plus de 5% de votre poids au cours des 6 derniers mois? Encore une autre. Encore l'idée de mesurer la fragilité avec une échelle simple. Voilà, vous voyez quelques questions super simples. Plus de 80 ans, vous êtes un homme, vous nécessitez de l'aide. Vous voyez, des questionnaires, il y en a de multiples. Il y en a un qu'on peut tous utiliser, puisque ce n'est même pas du questionnaire. La suivante, c'est un score de fragilité clinique qui est vraiment une représentation quasiment sur un pictogramme de où en est le patient sur une échelle de 1 à 9, de très en forme à en phase terminale. Et vous voyez que les pictogrammes, ils sont assez évocateurs, et tout compte fait, on arrive assez bien à catégoriser en quelques secondes un patient simplement sur cette échelle avec des pictogrammes. Alors, cette notion de fragilité, elle est en fait aussi très en lien avec quelque chose qui est assez central en gériatrie, qui est la notion de syndrome gériatrique. La suivante. La notion de syndrome gériatrique, en fait, ça repose... C'est quoi un syndrome gériatrique? Il y a 4 critères de définition. C'est des syndromes qui sont liés à l'âge. C'est des syndromes, donc ce n'est pas un seul symptôme, c'est une association de plusieurs symptômes. Cette association de symptômes, elle résulte de multiples facteurs. Les gériatres ont une terminologie pour ça, des facteurs favorisants qui sont des facteurs chroniques et des facteurs précipitants qui sont des facteurs aigus. Que ces syndromes, ils ont pour conséquence une perte d'indépendance, et puis que la prise en charge de ces syndromes est toujours multifactorielle. La diapo suivante. En fait, ces syndromes, c'est assez simple, avec des questions là aussi toutes bêtes, d'essayer de les repérer. Ces syndromes, voilà, je vous ai listé quelques grands syndromes gériatriques. Et globalement, quand vous voyez les patients, oui, c'est des questions qu'on peut tous poser. Pour la démence, qui est un syndrome gériatrique, c'est... Alors ça va se faire avec les dents. Est-ce qu'il y a des troubles de la mémoire? La dénutrition, est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous perdez du poids? La dépression, la question, le moral, ça va, ça peut paraître un peu tarte à la crème, mais c'est une vraie question. La question de la dépendance, alors là, il y a des échelles, mais là aussi, vous pouvez simplement regarder le patient se déshabiller et se rhabiller en consultation, ça prend quelques secondes et c'est très, très informatif. La question des chutes, qu'on oublie souvent de poser, mais est-ce que vous êtes tombé depuis la dernière fois? Regardez les patients simplement marcher quand ils rentrent dans le cabinet de consultation. Voilà, des simples choses comme ça, on peut tous les faire. Donc on peut tous avoir une idée assez simple de est-ce qu'il y a un syndrome gériatrique ou pas. Alors parce qu'il est évident que quand un gériatre fait une évaluation gériatrique standardisée de tous ces syndromes gériatriques, d'une évaluation de la fragilité, ça lui prend 1 heure. Nous, on n'a pas cette compétence-là, forcément, mais vous voyez qu'avec quelques simples questions, en étant simplement attentif à cette question-là, on peut arriver à avoir une réponse. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que, diapo suivante, plus vous évoluez dans la maladie rénale chronique avec un patient âgé, plus vous risquez de voir développer des syndromes gériatriques. Alors, pourquoi cette question,
maintenant, telle qu'elle est posée, alors je suis désolé, il y a une diapo qui a sauté, mais c'est pas grave. Pourquoi cette question-là, elle est importante? Elle est importante parce que plus vous allez avoir des sujets fragiles, plus vous allez avoir des sujets avec des syndromes gériatriques. Quand ces patients-là sont en insuffisance rénale chronique terminale, plus se pose la question de qu'est-ce qu'on attend de la dialyse? Est-ce qu'on attend de la dialyse de prolonger l'espérance de vie de ces patients-là, de donner un gain de survie, ou, et de manière parallèle, qu'est-ce que ça va donner la dialyse en termes de risque fonctionnel, perte de dépendance, perte de qualité de vie? Alors, je vais essayer de vous donner quelques repères épidémiologiques pour répondre à cette question. Alors, la diapo suivante. Vous regardez dans une cohorte de patients de plus de 75 ans avec une maladie rénale chronique au stade 5, des patients qui vont être pris en charge en dialyse ou des patients dits en traitement conservateur. Sous-entendu, des patients pour lesquels on va avoir un traitement symptomatique maximum de l'insuffisance rénale, mais sans dialyse. En gras, sur la figure de gauche, c'est la survie des patients en dialyse. Vous voyez qu'elle est meilleure que celle avec un traitement conservateur. Maintenant, ça c'est si vous regardez tous les patients de plus de 75 ans. Mais si vous restreignez l'analyse aux patients de plus de 75 ans avec des comorbidités, avec un haut niveau de comorbidité, vous voyez qu'il n'y a plus du tout de gain de survie associé à la prise en charge en dialyse. Traitement conservateur ou dialyse, même survie pour les patients plus de 75 ans avec une comorbidité importante. Diapo suivante. C'est la même idée dans le second travail que je vous présente. Vous prenez 107 patients avec un traitement conservateur, 204 patients avec la dialysée, de plus de 70 ans, donc la marge, elle est quand même, l'âge est assez bas dans cette étude, pour ce type d'étude. Alors, bien sûr, si vous prenez toute la cohorte, oui, il y a un avantage, c'est le trait noir, aux patients qui vont être pris en charge en dialyse, un avantage de survie. Maintenant, si vous regardez les patients de plus de 80 ans, vous perdez cet avantage de survie en dialyse. Et puis, si vous prenez les patients avec plusieurs comorbidités, c'est le graphique qui est en bas à gauche, eh bien, vous n'avez plus du tout de gain d'espérance de vie associé à la dialyse si vous avez plus de 70 ans avec beaucoup de comorbidités. Le message de ces deux études, c'est de dire, voilà, l'espérance de vie, vous n'allez pas gagner forcément en espérance de vie si vous êtes âgé, comorbide, en dialyse par rapport à un traitement conservateur. L'autre façon de voir le problème maintenant, la diapo suivante, c'est de regarder ce que ça donne en termes de qualité de vie après la dialyse. Et ça, c'est une étude qui est, à mon sens, extrêmement importante. Vous prenez 3700 patients qui sont résidents en maison de retraite aux États-Unis qui vont débuter la dialyse à un âge moyen de 73 ans. Donc, globalement, l'âge moyen des patients qui débutent la dialyse dans la région. Et vous regardez leur échelle de dépendance sur cette activité de vie du quotidien. Donc voilà. Et vous mesurez ce paramètre avant, après dialyse. La diapo suivante. Ce que vous observez, c'est que, alors, la figure de droite, c'est globalement les 4 lignes, c'est 4 niveaux de temps, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois après l'initiation de dialyse. Et vous voyez que les patients qui sont en bleu un peu plus foncé, là, c'est le pourcentage de patients qui gardent le même niveau fonctionnel qu'avant la dialyse. Eh bien, 1 an après la dialyse, pour ceux qui ne sont pas décédés, il n'y a que 13% des patients survivants qui conservent un niveau d'autonomie identique à celui avant dialyse. Et ça, c'est illustré de manière numérique sur le graphique qui est sur votre gauche. Vous voyez qu'en bleu, c'est l'évolution du score de dépendance par rapport au temps d'évolution, par rapport à la mise en dialyse. Et vous voyez que dès que vous mettez les patients en dialyse, vous avez une chute vraiment assez spectaculaire de l'échelle de dépendance, c'est-à-dire que beaucoup de patients perdent en autonomie. Donc ça veut dire que vous avez une altération qui est rapide et assez profonde de l'autonomie, donc une perte de qualité de vie qui est très significative. L'autre façon de voir la qualité de vie, c'est la diapositive suivante, c'est de s'intéresser au temps que les patients vont passer dans des structures hospitalières quand ils sont dialysés. Vous prenez une cohorte, alors plus réduite, une trentaine de patients en traitement conservateur, 110 patients qui vont être hémodialysés. Et vous regardez leur espérance de vie. Et donc, c'est l'échelle de temps qui est en abscisse. Donc, effectivement, les patients qui sont dialysés, ils vont vivre un peu plus de 30 mois.
les patients qui sont en traitement conservateur un peu plus de 12 mois. Mais ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on a regardé le temps passé dans une structure hospitalière. Et vous voyez qu'en fait, le gain d'espérance de vie, le delta d'espérance de vie entre traitement conservateur et hémodialyse, c'est quasiment que du temps passé dans une structure hospitalière. Que ce soit une structure hospitalière pour les prendre en charge en hémodialyse ou de l'hospitalisation dans les murs de l'hôpital pour du repli. Donc voilà, le gain d'espérance de vie, il est lié à du temps passé en hospitalisation. Donc on voit bien hein, dans cette autre façon d'approcher la qualité de vie qu'il y a cette question-là aussi du temps passé en hospitalisation. Donc c'est cette réflexion-là de espérance de vie, qualité de vie en dialyse qui porte la réflexion sur le traitement conservateur. La diapo suivante. Alors on a beaucoup parlé du traitement conservateur, j'aurais pu commencer par cette diapo-là qui est de dire, bah oui, c'est quoi le traitement conservateur? Alors, le traitement conservateur, je vous donne une définition, c'est celle d'un processus de soins centré sur le patient au stade 5 de la maladie rénale chronique, c'est-à-dire une insuffisance rénale chronique terminale, qui dans le cadre d'une décision partagée, je l'ai souligné, je l'ai mis en gras parce que c'est un mot qui est extrêmement important, ne souhaite pas être pris en charge en dialyse. C'est-à-dire que c'est en clair des patients pour lesquels, d'un commun accord entre le patient et un souhait du patient, son entourage familial et l'ensemble des professionnels de santé qui le prennent en charge, se disent, bah oui, effectivement, on ne va pas aller vers la dialyse. Et quand on fait le choix de ce parcours de soins, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre en œuvre un soin symptomatique maximal de l'insuffisance rénale chronique, dont l'objectif est d'assurer une survie maximale, la plus longue possible, mais dans les meilleures conditions de qualité de vie. C'est-à-dire de ne pas avoir, ben oui, la perte de qualité de vie associée à la dialyse, mais in fine, accepter de dire, ben voilà, ce qu'on vise dans le traitement conservateur, c'est pas un gain maximum d'espérance de vie, mais c'est un gain maximum de qualité de vie. Et tout le débat, en fait, et la façon de discuter avec les patients, c'est quantité de vie versus qualité de vie. Quand vous avez affaire à des patients fragiles, âgés, ben oui, qu'est-ce qui met en priorité? Et ça, c'est pas une question qui est simple, c'est une question qui prend du temps. C'est une question pour laquelle les enjeux de communication sont majeurs. Et donc, on ne va vers un traitement conservateur que quand cette question-là est réglée, quand le choix il est clair. Et ça pose une question vraiment importante, c'est la décision du traitement conservateur. La diapo suivante. Et avec le docteur Amroun, en fait, on a fait une enquête. Il a fait une enquête sur une cohorte que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la cohorte CKD reins, qui est une cohorte nationale. Et en fait, quand on pose la question aux médecins, quand on pose la question aux structures de soins, est-ce que vous parlez du traitement conservateur? Ben oui, tout le monde en parle. Par contre, quand vous demandez aux patients âgés fragiles, est-ce que vous avez entendu parler du traitement conservateur? Il y a moins de 10% des patients qui disent qu'ils en ont entendu parler. Et c'est le titre de cet article, hein, ce que les docteurs disent et ce que les patients entendent. Il y a un gap de communication qui est majeur. Et en fait, la question du traitement conservateur, la question du choix du traitement conservateur, c'est avant tout une question de communication entre le patient et son équipe médicale. Alors, pourquoi ce gap de communication? Il y a plein d'explications, on pourra en discuter après si vous le voulez, mais la première chose à faire, et c'est vraiment un point qui me paraît important, c'est de prendre une décision avec une communication qui soit parfaitement fluide. La diapo suivante. Une fois que cette décision du traitement conservateur est prise, ben oui, il y a un certain nombre de choses à faire. Et du point de vue très pratique, c'est très bien illustré dans ce guide. Donc si ça vous intéresse, c'est disponible. Voilà, la Société française de néphro a publié très récemment des recommandations sur la prise en charge du traitement en traitement conservateur, une recommandation tout à fait pratique de comment ça marche. Et dans ce guide, diapo suivante, il est très bien mis en évidence que la mise en œuvre du traitement conservateur, bah oui, c'est le patient qui est au centre de ce projet de soins, mais ça nécessite un réseau de soins qui soit complètement coordonné, avec le médecin traitant, les professionnels de ville, son néphrologue, une structure hospitalière, tout ça en communication avec les proches. Et donc, ça nécessite une filière de soins spécifique avec des moyens spécifiques.
Et si on n'a pas mis en place ces moyens, ben, on le sait tous par expérience, c'est quelque chose qui est difficile à mener. Et en tout cas, c'est ce que nous avons souhaité mettre en œuvre dans la région au travers de ce qu'on appelle un article 51, la diapo suivante. Article 51, ça veut dire quoi? C'est un parcours de soins expérimental. Alors dit comme ça fait très... c'est assez péjoratif. Mais en clair, c'est l'assurance maladie qui finance un parcours de soins un peu pilote et qui permet d'évaluer ce parcours de soins. Le parcours de soins qu'on a voulu mettre en place autour du traitement conservateur, il a des objectifs qui sont assez simples, qui se résument en 5 points. C'est de prioriser la qualité de vie du patient. La diapo suivante, précédente, pardon, s'il vous plaît, je suis allé trop vite. En 5 points. C'est de maintenir la qualité de vie du patient en le maintenant au maximum au domicile. Parce que, voilà, si l'objectif c'est qu'il ne vienne pas à l'hôpital, bah, vraiment, c'est tout faire pour qu'il puisse rester à la maison. C'est d'assurer une communication qui soit la plus fluide possible entre la ville et l'hôpital. Et, en clair, la plus fluide possible entre les intervenants de ville et son néphrologue. Et c'est que ce système de communication, ça puisse anticiper au maximum les événements qui pourraient survenir. Je vous ai montré tout à l'heure, vous vous souvenez, mon schéma où on voit la marche d'escalier avec le patient qui chute à chaque fois, dès qu'il survient un événement intercurrent, bah, tout ce qui est anticipable, il faut l'anticiper. Et de la même manière, quand il y a un événement intercurrent qui arrive, il faut y répondre rapidement, parce que si vous laissez évoluer les choses, bah, la marche d'escalier, elle va être encore plus profonde. Donc voilà, c'est autour de ces 5 idées-là qu'on a essayé d'articuler ce parcours de soins. La suivante. Donc ce qu'on a souhaité mettre en place, c'est des ressources et des ressources humaines pour mettre en œuvre ce parcours au domicile des patients. Voilà. Et en clair, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu que ce dispositif soit l'échelle de la région Hauts-de-France. La région Hauts-de-France, c'est 6 millions d'habitants, 4 millions pour le Nord-Pas-de-Calais, 2 millions pour la Picardie. La suivante. Et en clair, ce qu'on a imaginé avec les équipes de Santé Lys, c'est qu'une équipe dédiée, formée, en lien constant avec les différents acteurs, puisse intervenir directement au domicile du patient. Cette équipe dédiée, c'est quoi? C'est des infirmières, des infirmiers experts en néphrologie. Alors, on aurait pu imaginer que ce soit des infirmiers, des infirmières de pratique avancée. Quand on a mis ce projet-là sur pied, la notion d'IPA était encore très floue. Il n'y avait pas d'IPA qui était sorti. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce ne sont pas des IPA, mais on pourrait imaginer que des IPA participent à ça. Mais ça marche aussi très bien sans IPA. Des infirmiers experts en néphrologie, des diététiciens, des psychologues, des assistantes sociales et des professeurs d'activité physique adaptée interviennent au domicile du patient en lien avec le médecin traitant et avec le néphrologue pour justement répondre aux objectifs qu'on a vus ensemble. C'est voir comment va le patient au domicile, qu'est-ce qui peut être modifié, puisse intervenir régulièrement et notamment se déplacer assez rapidement si jamais il y a un événement intercurrent pour voir ce qu'on peut faire en mieux. Voilà ce qui se passe. Voilà l'objectif de cette équipe. La suivante. Alors, comment ça marche? Jusqu'à présent, ça c'est un peu le parcours de soins d'un patient tel qu'il est actuellement, sans cette équipe dédiée. En jaune, c'est les professionnels qui interviennent. Une fois que vous avez décidé de mettre en route un traitement conservateur, jusqu'à présent, sans cette équipe dédiée, c'est ça. Il y a le néphrologue qui intervient de son côté, qui fait ce qu'il peut en termes de surveillance, avec une surveillance qui lui échappe puisque ça se passe en ville. Des consultations qui ont lieu avec le néphrologue référent, parfois des téléconsultations, mais c'est rare. Et puis une communication avec la ville qui est souvent assez difficile. Et puis des fois des patients qui vont revenir par le biais des urgences quand ça ne va pas bien se passer, voire être hospitalisés dans un autre secteur que le service de néphrologie, voire des patients qui vont être hospitalisés en réanimation parce qu'il va vraiment se passer un gros pépin intercurrent. Et voilà. Ce que propose la diapo suivante, ce que propose notre parcours de soins, c'est que c'est l'échelle en grise que vous voyez en dessous, c'est qu'au domicile intervienne cette équipe pluriprofessionnelle, pluridisciplinaire, qui fasse du lien permanent avec l'ensemble des intervenants, pour, encore une fois, répondre aux différents objectifs qu'on s'est fixés. Alors, si on fait un premier bilan de ces interventions, la diapo suivante,
Au jour d'aujourd'hui, la suivante, dans ce parcours de soins, il y avait 159 patients pour lesquels les néphrologues de la région ont sollicité l'équipe de santé liste traitement conservateur pour la prise en charge en traitement conservateur. Donc 159 patients. 140 patients ont eu moins une visite de l'équipe du traitement conservateur. Donc ces patients ont été réellement intégrés dans ce programme. Donc les résultats que je vais vous montrer sont des résultats qui sont très préliminaires. Globalement, l'étude porte sur, la première analyse porte sur à peu près 130 patients. Vous voyez qu'il y a 57% de femmes, 42% d'hommes, et c'est un chiffre qui est assez, qui pose des questions parce qu'en fait, il y a plus de femmes que d'hommes pour cette modalité de prise en charge. Et ça, c'est une proportion qui est inversée par rapport à l'hémodialyse. Donc ça veut dire qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui optent pour le traitement conservateur par rapport à l'hémodialyse. Alors vous voyez, quand je vous disais qu'on prend en charge des patients qui sont âgés fragiles, c'est réellement le cas. Hein. La moyenne d'âge à l'entrée, c'est plus de 87 ans. Et vous voyez que le niveau de dépendance, il est réel, puisque l'indice de Karnofsky, en médiane, il est à 60. Ça veut dire quoi, 60? C'est que ça requiert une assistance occasionnelle, mais ces patients peuvent globalement subvenir à leur plupart de leurs besoins. Et vous voyez que ce n'est pas du tout des patients qui ont un niveau d'autonomie qui est bien préservé. Voilà la diapo suivante. Alors, ce traitement conservateur, on le propose dans la région depuis septembre 2020. Là, vous avez la courbe qui montre l'augmentation du nombre de patients qui ont intégré ce parcours de soins. Vous voyez que l'augmentation, elle est assez linéaire. Sur le panel du haut, vous avez le nombre de patients qui ont le dispositif un peu au fil des mois. Alors, vous voyez qu'il y a un recrutement un peu saisonnier. Je n'explique pas bien, mais bref. Ce qui est intéressant, c'est le tableau du bas. Le tableau du bas, c'est le nombre d'interventions qui ont eu lieu au domicile pour ces patients-là. Et vous voyez que le nombre d'interventions, il est particulièrement élevé au regard du nombre de patients, puisque pour ces patients, il y a eu plus de 2700 interventions au domicile, 1400 interventions infirmières. Et vous voyez que dans les interventions qui sont les plus fréquentes, c'est les interventions des profs d'activité physique adaptée. Alors ça peut peut-être vous paraître complètement décalé. Pourquoi de l'activité physique adaptée pour cette population-là? Eh ben, l'idée, c'était encore une fois de maintenir un maximum d'autonomie, de capacité, de qualité de vie. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était extrêmement bénéfique pour les patients. Et donc, vraiment, ça, c'est quelque chose qu'on a découvert avec ce parcours-là, en tout cas que moi, j'ai découvert avec ce parcours-là. Et le bénéfice, il est vraiment réel. Et vous voyez, ça se traduit par le nombre d'interventions des profs d'app. Et vous voyez aussi quasiment une intervention de diététicienne à chaque fois. La psychologue, tous les patients ne l'ont pas vu. Des interventions d'assistante sociale aussi. Voilà, la suivante. Le devenir de ces patients, naturellement, beaucoup de patients sont décédés. 45 patients sont décédés dans le parcours. 8 patients sont décédés après la sortie du parcours. Alors, d'autres patients sont... Pourquoi les patients sortent du parcours? Les patients sont sortis du parcours quand il y a eu une autre prise en charge. Par exemple, une prise en charge en HAD, une prise en charge dans une unité de soins palliatifs, mais également, et ça c'est intéressant, il y a 2 patients qui ont changé d'avis au cours du parcours, qui ont dit non, tout compte fait, moi je préfère être pris en charge en dialyse. Et ça, c'est bien sûr, on explique au patient qui peut changer de choix à tout moment. Il y a 8 patients qui ont souhaité quitter le dispositif pour des raisons personnelles. Voilà. Ce qui fait que la durée moyenne de suivi dans le parcours, c'est 260 jours au jour d'aujourd'hui. Et vous voyez qu'il y a des patients qui, tout compte fait, il y a un tiers de patients, ça fait plus de 9 mois qui sont dans le parcours. Donc il y a des survies qui sont relativement longues. Alors, un élément important de l'évaluation pour nous, c'est la diapo suivante, le nombre d'hospitalisations. Et vous voyez que pour ces 140 patients, il y a eu 103 épisodes d'hospitalisation pour 68 patients. En clair, il y a des hospitalisations qui sont inévitables. Et ce qu'on essaye de regarder, c'est, alors là, vous avez un inventaire à l'après-vert des causes d'hospitalisation. L'intérêt, c'est pas le détail, bien sûr. Mais vous voyez que tout compte fait, il y a à mon sens assez peu d'hospitalisation pour des raisons néphrologiques. C'est-à-dire que
voilà, il y a vraiment un maximum de patients qu'on arrive à laisser au domicile dans des conditions de sécurité qui soient satisfaisantes et de patients qui ne vont pas venir en hospitalisation. La suivante, c'est la courbe de survie des patients tels que nous l'observons au jour d'aujourd'hui. Donc, je vous ai dit qu'il y avait 45 décès. Il y a des patients qui sont depuis maintenant longtemps dans le dispositif. Et vous voyez que tout compte fait, on a une survie qui est assez prolongée, puisque, voilà, hein, quand vous regardez, à 500 jours, il y a 50% des patients qui sont toujours en vie. L'important dans notre esprit, ce n'est pas la survie, c'est vraiment la qualité de vie. Et donc, on évalue la qualité de vie, la suivante, des patients par des échelles de qualité de vie. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu de telles échelles. En fait, on pose des questions aux patients qui sont relatifs à leur qualité de vie sur différents items de la qualité de vie. Alors, le statut professionnel, ça ne s'applique pas beaucoup à ces patients-là, hein, et on regarde un peu comment la qualité de vie a varié. Alors, on fait ces échelles à différents temps. Je vous montre ici l'évolution de l'échelle à M0, M3, M6, M9. Alors, effectivement, l'effectif, il ne faut pas vouloir comparer, hein, parce qu'il y a 112 patients qui ont répondu à ce questionnaire à J0 et il n'y a que 25 patients à M9. Donc, il ne faut pas vouloir forcément comparer les valeurs, mais simplement de regarder pour le niveau de qualité de vie de ces patients. Et notamment, ce qui est assez intéressant, c'est de comparer, là pour le coup, des patients pour lesquels on a eu des réponses à M0 et à M3, et c'est la diapo suivante. Pour les patients qui ont répondu aux 2 questionnaires, ce qu'on voit, c'est que les patients qui ont été mis en traitement conservateur, donc qui sont toujours survivants à 3 mois, naturellement, eh bien, simplement d'avoir mis en place ce dispositif, manifestement, il y a une augmentation de la perception de la qualité de vie sur un certain nombre de points. Sur de l'absence de limitation due à l'état physique, et ça c'est sans doute le gain lié à l'APA, une amélioration qui est de l'évolution de la santé perçue, alors que de manière strictement somatique, c'est resté au même niveau, hein, de la capacité de relation avec les autres, de l'absence de fardeau perçu de la maladie rénale, on a une amélioration. Et pour les autres items, niveau symptômes, ressenti de la symptomatologie, niveau relationnel, on n'a pas eu de déclin. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très encourageant pour nous. On a plutôt l'impression que ce parcours traitement conservateur, ça permet d'améliorer sensiblement la qualité de vie. Alors, c'est bien sûr très, très, très préliminaire, il faut prendre ça avec des pincettes extrêmes, mais pour nous, c'est très encourageant comme signal. Alors, il y a de nombreux autres éléments d'évaluation qu'on a, alors voilà, qui sont pour l'instant bien trop préliminaires pour en parler maintenant, mais cette évaluation, elle est au centre de la question pour nous, puisque, et c'est la diapo suivante, si on arrive à montrer que, oui, effectivement, une prise en charge au domicile par une équipe dédiée de soutien au traitement conservateur améliore la qualité de vie de ces patients en maintenant au maximum la survie de ces patients, oui, ça pourra faire que cette expérimentation qui est à l'échelle du Nord-Pas-de-Calais, ça soit traduit, ce qu'on appelle dans le droit commun, ce soit remboursé, et que, en clair, ce soit généralisable sur l'ensemble du territoire français. Donc, c'est tout l'enjeu de la prochaine étape qui est l'évaluation de ce qu'on a mis en œuvre. Voilà, en conclusion, et c'est ma dernière diapo, le traitement conservateur, c'est une autre forme de soin. C'est une autre forme de soin de l'insuffisance rénale chronique terminale qui est très en lien avec les concepts gériatriques. Et c'est une forme de soin qui met au centre du choix du patient la notion de qualité de vie par rapport à une notion de quantité de vie qui est très altérée dans cette population. Ça nécessite une prise de décision qui est forcément le résultat d'un cheminement personnel du patient, de son entourage, mais également des accompagnants que sont l'équipe médicale, l'équipe de soins aux côtés du patient. Un des écueils majeurs, c'est les difficultés de communication, j'y reviens pas. La mise en place du traitement conservateur, elle peut être difficile en pratique, ça nécessite un abord qui soit multidisciplinaire et très articulé avec la ville.
et dans le lien avec le médecin traitant. C'est l'objectif de notre expérimentation et les premiers résultats que nous avons sont très encourageants. Donc voilà, c'est sur ces derniers points que je voudrais conclure. Je voudrais conclure surtout en remerciant toutes les équipes de Santélis qui ont œuvré pour porter ce projet. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on mène depuis la première idée du projet, elle a été émise il y a 5 ans. Ça a pris du retard forcément avec le Covid. Ça a été vraiment quelque chose qui a été assez lourd à développer. Donc vraiment un grand merci aux équipes de Santélis qui ont porté ce projet. Merci à tous les intervenants de Santélis qui vont au domicile des patients. Parce que si ça fonctionne, c'est grâce à tous les intervenants qui vont au domicile des patients. Et puis aussi, merci aux patients et à leurs proches qui nous ont fait confiance. Voilà, et je pense qu'on leur est, bien sûr, on est obligé par leur confiance. Et c'est un point qui me semble extrêmement important. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, je ne vous entends plus. Merci professeur Glowacki pour cet exposé qui est remarquable. L'expérience est très intéressante. Elle est fait envie, y compris pour la région Bourgogne-Franche-Comté, où on a les mêmes problématiques de prise en charge pour ces patients âgés. Avant d'attaquer les premières questions, je voudrais juste vous en poser une, moi. C'est l'expérience qui a été menée au sein de Santélis est une expérience qui a volonté à rester pérenne. Et si oui, est-ce que Santélis, comment Santélis arrive à financer les différents intervenants qui sont pris en compte dans le parcours de santé? Est-ce que c'est uniquement par des forfaits MRC? Est-ce qu'il y a d'autres modes de prise en charge qui permettent quand même à Santélis de garantir la pérennité de ce système? Alors, c'est tout l'enjeu de cet article 51. Je n'ai peut-être pas été très précis là-dessus, mais article 51, c'est de l'expérimentation de parcours de soins. C'est-à-dire que dans le montage du projet, il y a la Caisse nationale d'assurance maladie. Et en fait, la CNAM finance ce projet au titre d'une expérimentation d'un parcours de soins. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un financement qui est dédié. C'est un financement au forfait pour les patients qui sont inclus dans ce parcours de soins. Donc c'est un financement qui est indépendant du forfait maladie rénale chronique. Voilà. Toute la question maintenant, c'est la pérennité. Donc là, le financement, il est assuré au titre de cette expérimentation, parcours 51. Maintenant, si on arrive à montrer qu'effectivement, le dispositif, il est efficient, il apporte quelque chose aux patients, et il est transposable sur le territoire avec d'autres structures, effectivement, ça pourra passer dans le droit commun. Donc, on pourrait imaginer qu'il y ait un remboursement du traitement conservateur au domicile, donc ce qui permettrait effectivement que le dispositif soit très largement généralisable. Didier, tu avais une question, je crois. Oui, bonjour François, c'est Didier Duclou. Merci pour cet exposé. Le traitement conservateur, c'est quelque chose qui me met un peu mal à l'aise, pas sur le fond, mais sur les termes et ce que recouvrent les termes. Parce que si je voulais faire une pirouette, il y a 100% de mes patients qui sont en traitement conservateur, jusqu'au moment où il y en a qui dialysent ou qui sont transplantés et d'autres qui sont en soins palliatifs. Et en fait, au-delà de la pirouette, je pense que c'est très très important, cette différence, parce que ça sous-entend le moment. Ça sous-entend le moment et il y a un certain nombre de papiers, je crois surtout néerlandais, mais je n'ai pas aussi bien que toi la littérature en tête, où les courbes commencent à 15 millilitres minute ou 20 millilitres minute chez des gens qui ont 80 ans, donc où la probabilité de mourir est bien plus importante que la probabilité d'être en dialyse. Et donc on n'est pas très étonné de voir que les courbes sont globalement superposées. Et de la même façon, quand dans ta cohorte, il y a des patients qui ont en moyenne 87 ans, donc avec un DFG estimé qui est totalement faux, qui ont des symptômes de fragilité, qui ont un overlap important avec le syndrome urémique. Et je voyais que tu avais encore 1000 jours après le début de l'expérimentation un certain pourcentage de patients qui étaient en survie.
Donc, globalement, on ne parle pas du tout de la même chose. Parce que pour moi, le traitement conservateur, il s'entendrait à partir du moment où on aurait logiquement dialysé ce patient. Alors, on peut se tromper sur l'indication de dialyse, mais se tromper à 3 ans, ça fait quand même un peu beaucoup. Et donc, est-ce que c'est réellement un accompagnement de patients insuffisants rénaux chroniques terminaux, avec toute l'ambiguïté sur le terme traitement conservateur, ou est-ce que c'est des gens qui ont certes une pathologie rénale, mais qui sont surtout très âgés, et est-ce que ce n'est pas un accompagnement que tout patient gériatrique devrait avoir, et dont peut-être certains qui ont une créatinine un peu plus élevée pourront profiter? C'est une excellente remarque. C'est sans doute le point le plus sensible, effectivement. D'abord, sur le terme traitement conservateur, le groupe qui s'est réuni sous l'égide de la Société française de néphro, il y a eu un travail sur justement cette dénomination traitement conservateur. Est-ce qu'on garde la dénomination traitement conservateur ou pas? Ça a été, je pense, un des points les plus débattus. C'est-à-dire que, effectivement, notamment pour la raison que tu citais, voilà, le traitement de la maladie rénale chronique, c'est avant tout du traitement conservateur. Et au final, ce terme, il a été retenu par l'usage. Donc voilà, c'est pour ça que dans la recommandation française, on a retenu ce terme-là. Maintenant, effectivement, la question après en filigrane, elle est en fait de dire qu'est-ce qu'on met derrière la notion, à partir de quand on déclare c'est du traitement conservateur versus de la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique terminale chez le patient âgé fragile. Et je pense que ça reste quand même assez flou, effectivement, et ça pose bien sûr la question de l'évaluation de la survie des patients, puisque dans notre cohorte, et en effet comme tu l'as vu, il est très probable qu'on ait une population qui soit hétérogène. On a des patients qui vont décéder, on le voit bien sur la courbe de survie, qui décèdent assez rapidement, assez brutalement, et des patients qui ont une survie prolongée. Donc on a probablement des patients qui sont assez hétérogènes, ça on le verra mieux après avec une évaluation plus fine, mais en tout cas, que manifestement a permis cet accompagnement d'une population gériatrique âgée fragile en insuffisance rénale chronique terminale pour lequel il n'y avait pas de projet de dialyse, on voit bien que oui, sur la qualité de vie, il y a manifestement quand même un gain. Et en tout cas, pour beaucoup de patients, sans doute qu'on n'a pas obéré l'espérance de vie. Mais effectivement, tout l'enjeu du débat, il est là, quoi. Merci François, c'est Cécile Courriveau. Juste un commentaire un peu sur la fragilité, mais c'est pareil, ça rejoint un peu ce que dit Didier. C'est des termes, on travaille tous sur ça, la fragilité, traitement conservateur, comment l'implémenter, comment mieux diagnostiquer. Et le vocabulaire reste quand même difficile, et notamment la fragilité, tu dis que c'est simple, et nous, pour nous y être intéressés quand même beaucoup, c'est quand même pas très très simple. Alors c'est vrai que il y a beaucoup de gériatrie derrière tout ça, mais il faut quand même que nous, on reste néphrologues, donc faire de la fragilité avec des échelles simples, ça donne à peu près 100% de notre cohorte, alors je exagère un peu, mais 75 à 80% de notre cohorte de patients MRC 4, 5 qui deviennent fragiles. En tout cas, nous, on avait fait en début de dialyse, avec une échelle très simple, que des questionnaires, on est à 75% de patients fragiles, avec dans ces fragiles, des patients qu'on a inscrits sur liste de greffe. Donc la fragilité, c'est un syndrome gériatrique, certes, mais en fait, derrière, ce que rajoute l'insuffisance rénale terminale et donc le syndrome urémique, avec l'overlap des symptômes qui peuvent mimer un syndrome de fragilité, fait que tu ne vas pas réagir de la même manière. Puisque un syndrome gériatrique lié typiquement à l'âge, tu ne vas pas pouvoir faire grand-chose, on ne va pas pouvoir faire rajeunir les patients, mais sur du syndrome urémique, on a des solutions, et notamment, on a l'épuration extra-rénale. Donc c'est compliqué de savoir si ton patient il est juste gériatrique ou s'il est gériatrique plus urémique, et si une action type mise en dialyse va pouvoir quand même l'améliorer. Il y a des études qui montrent que le statut fragile est un statut dynamique, et des patients fragiles en début de dialyse deviennent non fragiles quelques temps après. Donc c'est pas si simple que ça. Je pense qu'on a de plus en plus une population qui est vieillissante,
qu'on ne peut pas se transformer en gériatre, même s'il faut qu'on utilise des outils gériatriques, mais attention, on a une plus-value néphrologique, et que si on veut aborder toutes ces problématiques-là avec cette plus-value néphrologique, il faut mieux définir la fragilité dans des populations de MRC, et ce n'est pas avec les échelles gériatriques, il me semble, et on ne doit pas se transformer en accompagnateur de bien vieillir, même si je suis tout à fait d'accord qu'il faudrait pouvoir le proposer à tout le monde, et que ça a probablement des avantages, mais quand même savoir si, quand on ne dialyse pas quelqu'un, ou quand on dialyse quelqu'un, est-ce que finalement cette fragilité, c'était du syndrome urémique qu'on la reverse, et tant mieux, on aura bien fait, ou alors effectivement dialyser un fragile qui était que de la gériatrie, que de la fragilité pure liée à l'âge, là on va probablement dégrader les choses, et il faut savoir aussi s'en rendre compte après la mise en dialyse pour pouvoir arrêter la dialyse. Sans compter qu'après, derrière tout ça, peut-être qu'entre l'hémodialyse conventionnelle et le traitement conservateur, il y a de l'hémodialyse différente qu'on pourrait faire, et voilà. Alors, effectivement, hein, d'abord la question de l'évaluation de la fragilité. Là, l'objet de mon propos aujourd'hui, c'était de sensibiliser tout le monde à cette question-là. La question de la fragilité, c'est un peu ce que je vous disais, quand les gériatres viennent dans le service pour faire de l'évaluation de la fragilité, ou quand ils les voient en consultation, parce que c'est pas le bon moment de le faire quand ils sont hospitalisés pour un événement intercurrent, ça dure 1 heure. Tous les néphrologues n'ont pas à leur disposition une équipe de gériatrie qui a la possibilité de voir systématiquement tous les patients âgés et fragiles. Donc je pense que la première des choses, c'est quand même que l'ensemble des néphrologues s'acculturent quand même avec cette notion de fragilité. Je crois que c'est quelque chose qui est important. Sur le fait que le syndrome urémique puisse mimer un syndrome gériatrique, et soit même un syndrome gériatrique en soi, tout compte fait. Il y a peut-être une autre façon de répondre à ça, c'est l'évolution au fil du temps. C'est-à-dire que quand même, pour beaucoup de ces patients, on les suit depuis longtemps en consultation. Et quand on voit l'évolution d'un patient, quand on sait que son niveau de dépendance, son niveau de fragilité, tant qu'on n'est pas dans une situation, allez, pour le dire comme ça, d'urémie très avancée, oui, on peut déjà se rendre compte que quand même il est fragile, et ce qu'on voit en insuffisance rénale chronique terminale très avancée, c'est pas forcément en lien avec son syndrome urémique au sens large du terme. Donc je pense que quand même il y a une notion dynamique qui me paraît importante, voilà, et je pense qu'on peut pas non plus, toutes les manifestations de fragilité sont bien sûr pas en lien avec du syndrome urémique dans cette population-là. Et je pense que pour répondre à ça, la meilleure des réponses, c'est quand même le suivi évolutif des patients au fil du temps. Maintenant, je suis bien d'accord que la question n'est pas toujours simple. Effectivement, quand on voit, et la question n'est pas simple du tout, quand on voit pour la première fois un patient très altéré, en référence tardive, en insuffisance rénale chronique terminale, très âgé. Ça, c'est très compliqué, effectivement.